Personne ne voulait faire l'éloge funèbre aux obsèques de ma cruelle grand-mère, alors je me suis porté volontaire et j'ai raconté une belle histoire inventée sur elle. Après la cérémonie, son avocat s'est approché de moi avec un sourire. « Félicitations », a-t-il dit. « Vous venez de réussir son ultime épreuve. Avant de commencer l'histoire, une petite chose. Indiquez votre âge en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables chaque jour. Maintenant, retournons dans ce salon funéraire gênant. J'étais assis au premier rang du centre funéraire Riverside, regardant ma famille se tortiller sur leur siège comme des enfants convoqués dans le bureau du directeur. Nous étions tous là pour la même raison, pour enterrer ma grand-mère, Evelyn Walsh. Mais aucun de nous ne voulait être là, et nous ne voulions certainement pas prétendre être tristes. Evelyn Walsh était morte à 84 ans. Et si je suis tout à fait honnête, la plupart de la famille était soulagée. Elle avait été, à tous égards, une femme difficile. Pas seulement difficile, cruelle. D'aussi loin que je me souvienne, elle avait brandi sa richesse et sa langue acérée comme des armes, démolissant quiconque osait la décevoir, ce qui incluait à peu près tout le monde. J'ai 28 ans, je suis professeur d'anglais au lycée, et j'avais toujours été ce qu'on pourrait appeler le petit-fils oublié. Tandis que mes cousins se disputaient l'attention et l'approbation de grand-mère Evelyn, et plus important encore, son argent, j'avais gardé mes distances. Non pas parce que j'étais au-dessus des drames familiaux, mais parce que j'avais appris très tôt que se rapprocher d'Evelyn Walsh signifiait être blessé. Elle avait un don pour trouver votre point faible et appuyer dessus jusqu'à ce que vous craquiez. Mon cousin Derek, qui avait eu des problèmes de poids à l'adolescence, tressaillait encore dès que quelqu'un mentionnait la nourriture à cause des commentaires qu'elle avait l'habitude de faire. Ma cousine Sarah avait abandonné son rêve de devenir artiste après qu'Evelyn eut passé un dîner de Noël entier à expliquer pourquoi les créatifs finissaient toujours pauvres et malheureux. Mais voilà le truc avec Evelyn. Elle n'était pas seulement cruelle au hasard. Elle était stratégiquement cruelle. Elle faisait miroiter la promesse de l'héritage comme une carotte, indiquant clairement que sa fortune considérable irait à celui qui lui plairait le plus. Cela avait transformé les réunions de famille en combats de gladiateurs, où frères, sœurs et cousins rivalisaient pour gagner ses faveurs. J'avais choisi de ne pas participer à ce jeu des années auparavant. Pendant que tout le monde se donnait en spectacle pour son approbation, je me contentais de lui rendre visite. Pas souvent, peut-être une fois tous les quelques mois, mais je passais par son immense maison sur Elm Street, je m'asseyais dans son salon formel et je l'écoutais se plaindre de la famille, des voisins, de l'état du monde. Je n'avais pas peur de m'opposer à ses idées. J'écoutais et je parlais. Elle m'avait dit une fois, « Tu es le seul qui ne veut rien de moi. » Et je n'étais pas sûr si c'était un compliment ou une accusation. Maintenant, elle était partie, et nous étions tous réunis dans ce salon funéraire stérile, fixant un cercueil entouré de fleurs que personne n'avait envoyées par amour. Le directeur des pompes funèbres, un homme nerveux nommé Monsieur Peterson, essayait depuis 20 minutes de trouver quelqu'un acceptant de faire l'éloge funèbre. « Quelqu'un aimerait sûrement partager quelques souvenirs de Madame Walsh ?» demanda-t-il, sa voix devenant plus désespérée à chaque répétition. Le silence était assourdissant. Mon oncle Robert, le fils aîné d'Evelyn, étudiait ses chaussures avec une concentration intense. Ma tante Margaret consultait son téléphone. Mes cousins étaient tous soudainement fascinés par les arrangements floraux. Personne, tenta à nouveau Monsieur Peterson. Un souvenir préféré, une leçon qu'elle vous a apprise. Plus de silence. Je pouvais voir des gens dans la petite assemblée, principalement des voisins âgés et quelques personnes de son église, commencer à chuchoter entre eux. Cela devenait embarrassant. C'était une femme très forte, offrit finalement faiblement mon oncle Robert. À la volonté de faire, corrigea ma tante Margaret, et même cela semblait généreux de sa part. Monsieur Peterson regarda la salle avec une panique croissante. En 30 ans de funérailles, il n'avait probablement jamais rencontré une situation où littéralement personne ne voulait dire quelque chose de gentil sur le défunt. C'est à ce moment-là que je me suis levé. « Je vais le faire », ai-je dit. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Les sourcils de mon oncle Robert se sont haussés de surprise. Mon cousin Derek avait l'air réellement inquiet, comme si j'étais sur le point de faire une crise de nerfs. « Nathan, » chuchota ma tante Margaret, « tu n'es pas obligé. »« Ce n'est rien, » dis-je en marchant vers le pupitre. Quelqu'un devrait dire quelque chose. Debout derrière le lutrin, regardant la petite foule venue voir Evelyn Walsh être enterrée, je réalisais que je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais dire. Je ne pouvais pas dire la vérité.
qu'elle avait été une femme amère et manipulatrice qui avait rendu la plupart de nos vies misérables. Mais je ne pouvais pas non plus rester là en silence. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai menti. Complètement, de bout en bout, et avec une conviction absolue. Ma grand-mère, Evelyn Walsh, était une femme qui m'a appris que l'amour se présente sous de nombreuses formes. Je vis les yeux de ma cousine Sarah s'écarquiller de surprise. De l'amour de la part de grand-mère Evelyn? Quand j'étais jeune, elle m'invitait dans sa cuisine le dimanche après-midi. Elle m'apprenait à faire sa fameuse tarte aux pommes, celle avec l'ingrédient secret qu'elle n'a jamais noté dans aucun livre de recettes. C'était complètement faux. Evelyn n'avait jamais cuisiné quoi que ce soit en ma présence, et j'étais presque sûr qu'elle considérait la cuisine comme le domaine de la gouvernante. Elle me racontait des histoires sur son enfance pendant la Grande Dépression, sur la façon dont sa famille trouvait toujours des moyens d'aider leurs voisins qui avaient encore moins. Faux également. Evelyn avait grandi dans la richesse et n'avait jamais montré un intérêt particulier pour aider qui que ce soit. Elle m'a appris que la vraie force, ce n'est pas d'avoir la voix la plus forte dans une pièce, dis-je, en regardant directement mon oncle Robert, qui avait passé des années à essayer de couvrir les critiques de sa mère. C'est d'être la personne sur qui les autres peuvent compter quand tout s'effondre. J'inventais au fur et à mesure, mais quelque chose d'étrange se produisait. En parlant, je pouvais voir des gens dans l'assemblée commencer à hocher la tête. Certains des voisins âgés s'essuyaient les yeux. Même les membres de ma propre famille semblaient émus par cette version fictive d'Evelyn Walsh. Elle avait une façon de voir le potentiel chez les gens qu'ils ne pouvaient pas voir en eux-mêmes. Elle vous poussait, oui, mais seulement parce qu'elle croyait que vous étiez capable de plus que vous ne le pensiez. C'était peut-être le plus grand mensonge de tous. Les pressions d'Evelyn avaient toujours ressemblé davantage à une guerre psychologique qu'à de l'encouragement. Je me souviens de la dernière conversation que j'ai eue avec elle. Elle m'a dit que la chose la plus importante dans la vie n'était pas ce que l'on accumulait, mais ce que l'on donnait. Elle a dit que la gentillesse était la seule monnaie qui comptait et que les personnes les plus riches étaient celles qui faisaient en sorte que les autres se sentent valorisés. L'ironie d'attribuer ces mots à Evelyn Walsh, une femme qui avait accumulé l'argent et l'affection comme un dragon gardant son trésor, ne m'échappait pas. Mais en regardant les visages dans l'assemblée, je pouvais voir que mes paroles avaient un effet. Ma grand-mère n'était pas toujours facile à comprendre, dis-je, et ceci, enfin, était la vérité. Elle avait des standards élevés, et elle ne tolérait pas les imbéciles, mais sous cette carapace se cachait une femme qui se souciait profondément de sa famille et de sa communauté. Je fis une pause, regardant le cercueil où Evelyn reposait dans sa plus belle robe, se retournant probablement dans sa tombe devant le portrait de sainte que je peignais d'elle. Elle m'a appris que parfois, les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui en ont le plus besoin, ai-je conclu, et que le vrai caractère se révèle non pas dans la façon dont nous traitons ceux qui peuvent nous aider, mais dans la façon dont nous traitons ceux qui ne le peuvent pas. Je reculai du pupitre sous une salve d'applaudissements qui semblait surréaliste. Les gens applaudissaient vraiment un éloge funèbre sur Evelyn Walsh. Ma tante Margaret pleurait. Mon cousin Derek hochait la tête en signe d'approbation. Même le directeur des pompes funèbres avait l'air soulagé. En retournant à mon siège, je ressentis un mélange de culpabilité et de satisfaction. J'avais menti comme un arracheur de dents. Mais j'avais aussi donné à Evelyn une dignité dans la mort qu'elle avait rarement montrée dans la vie. J'avais créé une version d'elle que les gens pouvaient pleurer, même si cette version n'avait jamais existé. Le reste de la cérémonie se déroula dans un flou. Nous chantâmes des hymnes qu'Evelyn n'avait probablement jamais fredonnés, écoutâmes des prières sur la miséricorde et le pardon qu'elle avait rarement pratiqué, et regardâmes son cercueil être porté par des porteurs, qui étaient probablement les seules personnes dans la pièce à être payées pour être là. Au cimetière, alors que nous regardions Evelyn Walsh être descendue en terre, je ressentis un étrange sentiment de clôture. Non pas parce que j'étais triste de la voir partir, mais parce que j'avais réussi à lui donner quelque chose qu'elle n'avait jamais donné à personne d'autre, le bénéfice du doute. Après l'enterrement, alors que les gens commençaient à se disperser, un homme en costume coûteux s'approcha de moi. Il devait avoir la soixantaine, avec des cheveux argentés et l'allure assurée de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. « Monsieur Walsh, dit-il en tendant la main. Je suis Richard Hartwell, l'avocat de votre grand-mère. Oh, dis-je en lui serrant la main. Enchanté de vous rencontrer. C'était un bel éloge funèbre, dit-il, et il y avait quelque chose dans son expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Très créatif. Je sentis une bouffée d'embarras. Merci. Je pensais juste que quelqu'un devait dire quelque chose de gentil sur elle.
En effet, dit Monsieur Hartwell, son sourire s'élargissant. En fait, j'espérais que nous pourrions parler en privé. Il y a quelques questions concernant la succession de votre grand-mère que je dois discuter avec vous. Avec moi. J'étais confus. Je pense que vous voulez parler à mon oncle Robert. C'est l'exécuteur testamentaire. En fait, dit M. Hartwell, je veux vous parler à vous, spécifiquement à vous. Pourriez-vous venir à mon bureau demain matin, disons 10 heures? J'acceptais, bien que je ne puisse imaginer ce que l'avocat d'Evelyn pouvait bien me vouloir. Pour autant que je sache, je n'étais pas mentionné dans son testament. Je n'avais jamais été son préféré, je n'avais jamais concouru pour son attention, je n'avais jamais rien attendu de sa succession. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repassais les événements de la journée. Je n'arrêtais pas de penser à l'éloge funèbre, aux mensonges que j'avais racontés, à la façon dont les gens avaient réagi à cette version fictive de ma grand-mère. Je me sentais coupable de la supercherie. Mais je ressentais aussi autre chose, un étrange sentiment de paix. Pour une fois dans ma vie, j'avais choisi la gentillesse plutôt que l'honnêteté, la compassion plutôt que l'exactitude. Le lendemain matin, j'arrivai chez Hartwell et associé à 10 heures précises. Le cabinet d'avocats était tout ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un qui gérait les affaires de clients fortunés, meubles en acajou, livres reliés en cuir et une atmosphère d'autorité tranquille et coûteuse. Monsieur Hartwell m'accueillit dans son bureau et m'invita à m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir faisant face à son immense bureau. Monsieur Walsh, commença-t-il, j'ai des nouvelles plutôt inhabituelles pour vous. D'accord, dis-je, ne sachant pas à quoi m'attendre. Votre grand-mère vous a laissé l'intégralité de sa succession. Je le fixai, certain d'avoir mal entendu. Pardon, quoi? L'intégralité de sa succession, répéta-t-il. La maison, les investissements, les comptes en banque, tout. Cela vaut environ 2 millions de dollars. J'eus l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. C'est impossible. Elle me tolérait à peine. Mon oncle Robert, ma tante Margaret, ce sont eux qui se disputaient son attention. Oui, interrompit Monsieur Hartwell. Elle en était très consciente. En fait, elle comptait dessus. Je ne comprends pas, Monsieur Hartwell se pencha en arrière dans son fauteuil, son expression devenant plus sérieuse. Votre grand-mère était une femme très compliquée, Monsieur Walsh. Elle a passé les 20 dernières années de sa vie à mener ce qu'elle appelait des tests de caractère sur les membres de sa famille. Des tests de caractère? Elle voulait voir qui l'aimerait, ou du moins la traiterait avec une décence humaine de base, sans la promesse d'une récompense financière. Elle voulait savoir qui lui rendrait visite, passerait du temps avec elle, lui montrerait de la gentillesse même quand il pensait qu'il n'y avait rien à y gagner. Je pensais à toutes ces visites gênantes du dimanche après-midi, assis dans son salon formel, à écouter ses plaintes et ses critiques. Je n'avais jamais apprécié ces visites, mais je n'en avais jamais rien attendu non plus. La plupart des membres de votre famille, continua M. Hartwell, ne montraient de l'intérêt pour votre grand-mère que lorsqu'il voulait quelque chose, de l'argent pour un acompte sur une maison, de l'aide pour les frais de scolarité, une assistance pour des projets d'entreprise. Il la voyait comme une banque, pas comme une personne. Mais je ne lui ai jamais rien demandé, dis-je. Exactement, sourit Monsieur Hartwell. Vous étiez le seul à lui rendre visite régulièrement sans rien vouloir en retour. Vous étiez le seul à la traiter comme un être humain plutôt que comme une source potentielle de revenus. Mais elle n'était pas une personne gentille, dis-je, me sentant déloyal en le disant. Non, convint Monsieur Hartwell. Elle ne l'était pas. Elle était difficile, exigeante et souvent cruelle. Mais elle testait aussi tout le monde autour d'elle, essayant de voir qui lui montrerait une compassion humaine de base, même quand elle ne le méritait pas. Il piocha dans le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus, de l'écriture familière en pâte de mouche d'Evelyn. Elle a laissé ceci pour vous, dit-il. Avec des instructions pour que cela ne vous soit donné que si vous réussissiez son ultime épreuve. Quelle était l'ultime épreuve? L'éloge funèbre, dit Monsieur Hartwell. Elle savait que personne dans la famille ne voudrait parler à ses funérailles. Elle savait que la plupart des gens ne diraient rien ou auraient du mal à trouver quelque chose de vraiment positif à dire sur elle. Elle voulait voir si quelqu'un choisirait la gentillesse plutôt que l'honnêteté, la compassion plutôt que l'exactitude. Je pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Alors, elle savait que j'allais mentir? Elle espérait que vous choisiriez de voir le meilleur en elle, même si ce meilleur était imaginaire, dit Monsieur Hartwell.
Elle espérait que quelqu'un dans sa famille l'aimerait assez pour lui donner une dignité dans la mort, même si elle ne l'avait pas mérité dans la vie. J'ouvris l'enveloppe et dépliai la lettre à l'intérieur. Elle était écrite de la graphie soignée d'Evelyne. Mon cher Nathan, si tu lis ceci, cela signifie que tu as réussi mon ultime épreuve. Cela signifie que tu as choisi de parler gentiment de moi à mes funérailles, même si je t'ai donné très peu de raisons de le faire de mon vivant. Je sais que je n'étais pas une femme facile à aimer. Je sais que j'étais souvent cruelle, manipulatrice et exigeante. Je sais que j'ai blessé des gens, y compris toi, avec mes paroles et mes actions. Mais je veux que tu comprennes pourquoi. Quand j'étais jeune, j'ai appris que les gens profitaient de la gentillesse. J'ai appris que la générosité était souvent perçue comme une faiblesse, que la confiance était fréquemment trahie et que l'amour était quelque chose qui pouvait être retiré sans avertissement. Alors, j'ai construit des murs autour de mon cœur, et j'ai testé tous ceux qui essayaient de s'approcher de moi. J'ai testé ton oncle Robert en critiquant ses décisions commerciales pour voir s'il me rendrait encore visite quand je ne le soutenais pas. Il a échoué. J'ai testé ta tante Margaret en refusant d'aider avec les frais de scolarité de ses enfants pour voir si elle m'appellerait encore quand je n'étais pas utile. Elle a échoué. J'ai testé tes cousins de dizaines de petites manières, et ils ont tous échoué. Mais toi, Nathan, tu n'as jamais échoué. Tu m'as rendu visite même quand j'étais difficile. Tu as écouté mes plaintes. Tu m'as parlé. Tu m'as traité avec un respect humain de base même quand je ne te traitais pas de la même manière. Je sais que tu penses probablement que je n'ai pas remarqué ta gentillesse, mais c'est faux. Chaque visite, chaque conversation patiente, chaque moment que tu as choisi de passer avec une vieille femme amère qui avait très peu à offrir en retour. J'ai tout remarqué. L'argent que je te laisse n'est pas une récompense pour être mon petit-fils préféré. C'est une reconnaissance de ton caractère. Tu m'as montré de la compassion quand je ne le méritais pas, et c'est la qualité la plus rare et la plus précieuse qu'une personne puisse posséder. J'espère que tu utiliseras cet héritage pour construire une vie qui te rendra heureux. J'espère que tu seras plus gentil avec les autres que je ne l'ai été, et j'espère que tu te souviendras que parfois, les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui en ont le plus besoin. Merci d'avoir vu quelque chose de bon en moi, même quand ce n'était pas là. Avec tout mon amour et mon respect, ta grand-mère, Evelyne. Je lus la lettre 2 fois, les larmes brouillant ma vision. Quand je levai les yeux, Monsieur Hartwell me regardait avec une expression douce. Elle ne vous testait pas pour être cruelle, dit-il doucement. Elle vous testait parce qu'elle avait été blessée si souvent qu'elle avait oublié comment faire confiance. Mais elle n'a jamais oublié comment reconnaître la vraie gentillesse quand elle la voyait. Je me sens mal ? Dis-je. Toutes ces années, j'ai pensé qu'elle n'était qu'une vieille femme amère. Je n'ai jamais réalisé qu'elle était seule. Elle était les deux, dit Monsieur Hartwell, amère et seule. Mais elle était aussi observatrice et, à sa manière, sage. Elle savait que le vrai caractère se révèle non pas dans la façon dont nous traitons ceux qui peuvent nous récompenser, mais dans la façon dont nous traitons ceux qui ne le peuvent pas. Je quittai le bureau de l'avocat ce jour-là avec un chèque de banque de 2 millions de dollars et une compréhension complètement différente de ma grand-mère. Elle avait été difficile, oui, mais elle avait aussi été humaine. Elle avait été cruelle, mais elle avait aussi testé le monde pour voir si quelqu'un choisirait la gentillesse plutôt que l'égoïsme. Au cours des semaines suivantes, alors que je digérais l'héritage et la révélation sur la vraie nature de ma grand-mère, je me mis à penser différemment à notre relation. Ces visites gênantes du dimanche après-midi que j'avais endurées par obligation prirent soudain un nouveau sens. Je n'avais pas perdu mon temps à écouter une vieille femme amère se plaindre. J'offrais de la compagnie à quelqu'un qui était désespérément seul mais trop fier pour l'admettre. Je commençais aussi à comprendre certains de ses comportements qui m'avaient toujours intrigué. La façon dont elle me posait parfois les mêmes questions encore et encore, comme si elle testait ma patience. La façon dont elle faisait des remarques acerbes sur d'autres membres de la famille, comme si elle essayait de voir si je me joindrais à elle ou si je les défendrais. La façon dont elle restait parfois assise en silence, comme si elle attendait de voir si je resterais ou si je trouverais une excuse pour partir. Elle avait mené une expérience de plusieurs décennies sur la nature humaine, et j'avais été son sujet de test involontaire. Le plus difficile fut de réaliser à quel point elle devait se sentir isolée. C'était une femme avec des millions de dollars, une belle maison et une grande famille. Mais elle avait eu si peur d'être utilisée qu'elle avait repoussé tout le monde. Tout le monde sauf moi. Et seulement parce que j'avais été trop indifférent à son argent pour prendre la peine d'essayer de la manipuler.
Je pensais à appeler mon oncle Robert ou ma tante Margaret pour leur parler de l'héritage. Mais quelque chose me retint. Ils avaient passé des années à se disputer l'approbation d'Evelyne, se livrant à des démonstrations d'affection élaborées chaque fois qu'ils pensaient que cela pourrait leur être financièrement bénéfique. Comment réagirait-il en apprenant que le petit-fils qui n'avait jamais essayé de gagner ses faveurs était celui qui les avait réellement gagnées? Au lieu de cela, je décidai de garder l'héritage secret, du moins pour l'instant. J'utilisai une partie de l'argent pour rembourser mes prêts étudiants et acheter une petite maison, mais je fis attention de ne pas apporter de changements spectaculaires à mon style de vie qui pourrait soulever des questions. Le changement le plus profond n'était pas financier. Il était émotionnel. Je me surpris à penser à d'autres personnes dans ma vie qui pouvaient être difficiles ou exigeantes, me demandant si leur comportement était un mécanisme de défense plutôt que leur vraie nature. Je devins plus patient avec mes élèves, plus compréhensif avec des collègues difficiles, plus enclin à accorder aux gens le bénéfice du doute. 6 mois après les funérailles, je nettoyais la maison de ma grand-mère, ma maison maintenant, quand je trouvai quelque chose qui boucla la boucle. Caché dans le placard de sa chambre, derrière une rangée de robes de soirée qu'elle portait rarement, se trouvait un album de souvenirs. Il était rempli de choses que je n'aurais jamais su qu'elle avait gardées. Des bulletins scolaires de mes années de primaire. Des coupures de journaux de l'époque où j'avais gagné un prix d'enseignement. Un programme de ma remise de diplôme universitaire, à laquelle je ne me souvenais même pas qu'elle avait assisté. Des photos de moi à diverses réunions de famille, soigneusement découpées et collées avec de petites légendes manuscrites. Nathan à Noël, 12 ans. La rentrée de Nathan au lycée. Nathan aidant à faire la vaisselle. Un si bon garçon. Elle avait fait attention depuis le début. Alors que je pensais qu'elle me remarquait à peine, elle avait documenté ma vie comme une grand-mère fière. La prise de conscience fut à la fois touchante et déchirante. Sur la dernière page de l'album se trouvait une photo que je n'avais jamais vue. C'était une photo de moi et d'Evelyne à la fête de ma remise de diplôme du lycée, assis ensemble sur sa terrasse. Je lui montrais quelque chose sur mon téléphone et elle se penchait, souriant réellement. Je n'avais aucun souvenir de ce moment, mais quelqu'un l'avait capturé et elle l'avait chéri au point de le mettre dans son album secret. Sous la photo, de son écriture soignée, elle avait écrit « Mon cher Nathan, le seul qui me voit comme une personne, pas comme un compte en banque. J'espère qu'un jour il comprendra à quel point ces visites comptent pour moi. » Je m'assis par terre dans son placard, entouré des preuves d'un amour dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, et je pleurais. Pas pour la femme amère et difficile que j'avais cru qu'elle était, mais pour la femme seule et effrayée qu'elle avait réellement été. Une femme qui avait eu si peur d'être blessée qu'elle avait caché son amour derrière des murs de cruauté et des tests de caractère. L'éloge funèbre que j'avais prononcé à ses obsèques, les beaux mensonges que j'avais racontés sur sa gentillesse et sa sagesse, ne me semblaient soudain plus des mensonges. Ils ressemblaient à une prophétie. C'était la vérité sur qui elle aurait pu être, qui elle voulait être si elle n'avait pas eu si peur. 1 an plus tard, j'enseignais toujours dans le même lycée, vivant toujours tranquillement de mon héritage, pensant toujours aux leçons que ma grand-mère m'avait apprises sans que nous le sachions ni l'un ni l'autre. J'avais appris que la gentillesse n'a pas besoin de raison, que la compassion n'a pas besoin d'être méritée, et que parfois, les personnes les plus difficiles sont celles qui ont le plus besoin d'amour. Je n'ai jamais parlé de l'héritage à ma famille. Je les ai laissés penser que l'argent d'Evelyne était allé à des œuvres de charité, comme M. Hartwell avait suggéré que ce serait le cas si personne ne réussissait son ultime épreuve. D'une certaine manière, c'était le cas. Il était allé à quelqu'un qui avait appris à voir au-delà de la surface des personnes difficiles et à reconnaître l'humanité en dessous. Parfois, je visite encore sa tombe, apportant des fleurs et m'asseyant tranquillement à côté de sa pierre tombale. Je lui parle de mes élèves, des petits actes de gentillesse que j'essaie d'accomplir en sa mémoire, de la manière dont sa dernière leçon continue de changer ma vision du monde. Et parfois, quand le vent souffle juste comme il faut, je jurerais pouvoir entendre sa voix, non plus acerbe et critique, mais chaleureuse et reconnaissante. Merci d'avoir vu quelque chose de bon en moi, même quand ce n'était pas là. La vérité, c'est que c'était là depuis le début. C'était juste caché derrière des années de blessures, de peur et du besoin désespéré de protéger un cœur qui avait été brisé trop de fois. Le plus grand cadeau que ma grand-mère m'ait fait n'était pas l'argent qu'elle a laissé derrière elle. C'était la compréhension que tout le monde, même les personnes les plus difficiles, méritent d'être vues avec des yeux compatissants. Son ultime épreuve ne consistait pas vraiment à savoir si je pouvais mentir de manière convaincante à ses funérailles. Il s'agissait de savoir si je pouvais choisir l'amour plutôt que le jugement,
la gentillesse plutôt que l'honnêteté, l'espoir plutôt que le cynisme. Et en réussissant cette épreuve, je n'ai pas seulement hérité de son argent. J'ai hérité de sa sagesse, de sa douleur, et finalement, de sa capacité à aimer. La grand-mère cruelle qui avait rendu mon enfance difficile était partie. Mais la femme qui avait secrètement chéri chaque moment de connexion, qui avait documenté ma vie avec la dévotion de quelqu'un qui s'en souciait vraiment, qui avait passé ces dernières années à espérer que quelqu'un verrait au-delà de ses défenses la personne seule à l'intérieur. Cette femme vivait à travers chaque acte de gentillesse que je choisissais d'accomplir, chaque moment de patience que j'offrais aux personnes difficiles. Chaque fois que je choisissais de voir le meilleur chez quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Evelyn Walsh avait été un maître enseignant, après tout. Elle avait juste enseigné une leçon que j'ai mis 28 ans à comprendre. Quelle histoire absolument incroyable sur le pouvoir de la compassion et la complexité de la nature humaine. L'ultime épreuve d'Evelyn nous montre que parfois, les personnes qui semblent les moins aimables sont celles qui ont le plus besoin d'amour. Que pensez-vous du choix de Nathan de mentir dans son éloge funèbre? Avez-vous déjà découvert qu'une personne difficile dans votre vie testait en réalité votre caractère? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été ému par cette histoire puissante d'amour caché et d'héritage inattendu, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.